Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo que j'avais évoquée le mois dernier sur qu'est-ce que c'est que un bon correcteur ou une bonne correctrice. Alors dans la vidéo, je m'excuse par avance, je vais utiliser plutôt le terme de correctrice plutôt que celui de correcteur. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est majoritairement féminin, donc toutes mes excuses aux collègues qui pourraient en être vexés, mais je généralise un petit peu. Bon, ceci dit, alors je suis moi-même correctrice, on dit correctrice relectrice ou correctrice éditoriale, et mon travail, c'est de travailler sur les manuscrits, sur les textes, et de travailler ce qu'on appelle l'orthotypographie, autrement dit l'orthographe, la typographie, tout ce qui est ponctuation, espacement, voilà, marche, c'est-à-dire la façon dont on veut calibrer le texte, dont on veut le présenter, et donc ça c'est très différent si on travaille dans la presse, dans la maison d'édition ou auprès d'auteurs indépendants. De travailler sur tout ce qui est grammaire, conjugaison, vocabulaire, syntaxe, et éventuellement une certaine reformulation pour tout ce qui est évitement des répétitions ou des phrases qu'on jugerait un petit peu bancales, essayer d'éviter les anglicismes, essayer d'éviter les pléonasmes, ce genre de choses. Voilà. Il existe un second métier qu'on appelle relectrice, précisément, qui est à peu près la même formation, mais elle va se concentrer sur tout ce qui est justement reformulation et fluidité du texte. Donc comme je l'avais déjà évoqué dans la dernière vidéo, il est fréquent pour les maisons d'édition qui ont les moyens ou qui sont un peu sérieuses d'employer une correctrice et une relectrice. Ou si c'est la même personne, de lui donner beaucoup plus de temps, et dans ces cas-là, la personne va faire plusieurs passes. Une première qui va être vraiment concentrée sur la correction, une deuxième sur la relecture. Ce sont des métiers qui sont différents de ce qu'on appelle encore la bêta-lecture ou l'alpha-lecture, où là, ça consiste vraiment à travailler le fond de votre histoire. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Donc moi, je vais me concentrer sur la correction, puisque je suis moi-même correctrice et que je vois quand même passer beaucoup d'auteurs qui ont été déçus par leur phase de correction, voire qui ont été floués. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une correctrice sérieuse et quels signaux, quels red flags doivent vous alerter. Alors, premier red flag, on est sur tout ce qui est les promesses irréalistes. La correctrice qui va vous dire « Oh bah oui, votre roman de 600 000 signes, je vous le corrige en 2 jours. » Alors, moi je veux bien, mais elle mange pas, elle dort pas, elle a 4 têtes, elle a 4 bras. Bon, vous l'aurez compris, c'est absolument impossible. On considère que en première correction, en première relecture, on corrige 8000 à 10 000 signes espaces comprises de l'heure, parce que c'est comme ça qu'on doit compter. On vous parle de signes espaces comprises, et oui, en correction, c'est une espace et pas un espace. Et donc évidemment, sur 600 000 signes, vous vous doutez bien que ça fait beaucoup plus de temps que 2 jours. Voilà. Dans le même genre, promesse complètement irréaliste, je vous rends le manuscrit avec 0 faute. Ça aussi, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Au mois de février, c'est impossible, c'est scientifiquement prouvé. Aucun professionnel, même très bon, ne peut vous rendre un texte avec 0 faute. On laisse toujours passer quelque chose, même une toute petite espace qu'on a oublié. Voilà, c'est comme ça. Et pendant ces dizaines d'heures de travail, eh ben, vous vous doutez bien que une correctrice doit savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Donc c'est pareil, une correctrice qui vous promettrait monts et merveilles en vous disant « moi je fais tout sur tout », c'est pas bon signe, d'autant qu'avec le temps, alors pas quand on est débutant, on est d'accord, mais avec le temps, on finit par se spécialiser quand même dans des domaines, dans des niches. Donc à moins d'avoir affaire à une correctrice débutante, quelqu'un qui vous dit « je peux tout faire et je prends tout », voilà, réfléchissez bien et renseignez-vous. Comment on se renseigne? On en arrive justement au deuxième red flag, l'absence de cadre clair. Une correctrice doit pouvoir vous fournir un devis détaillé, c'est obligatoire. Elle doit pouvoir vous donner aussi ses CGV, conditions générales de vente, qu'il faut bien lire. Alors vous savez, c'est tous les trucs qu'on reçoit systématiquement aussi quand on achète quelque chose, qui font plusieurs pages. Hein, voilà, donc c'est assez contraignant à lire. Mais dedans, vous avez toutes les conditions et vous avez notamment comment ça va se passer pour les délais, pour les rendus, pour les paiements. Est-ce que vous devez donner un acompte? Est-ce que ça peut se faire en plusieurs fois? Et quand vous signez ces CGV, c'est un engagement. C'est la même chose quand vous signez le devis. Voilà, vous apposez votre signature et vous promettez de faire la prestation dans les conditions qui vous ont été données. Donc faites attention à ça.
Troisième red flag, l'absence de formation. On va être très clair, il n'existe pas de diplôme d'État pour être correctrice-relectrice, correctrice éditoriale. Il existe des DU, des diplômes universitaires, il va exister des certifications et il va exister des formations dans des écoles privées. Les trois, évidemment, sont payants à différents tarifs. La formation n'a pas le même nombre d'heures, n'a pas les mêmes prérequis, n'a pas la même formation, ce qui est logique puisque chacun propose différents parcours. Toujours est-il que si vous n'avez pas une de ces formations, vous ne pouvez pas prétendre être correctrice éditoriale. Et donc, si la correctrice ne peut pas vous dire où elle a été formée, en fait, c'est l'équivalent de Tati Rosette qui est très très bonne en orthographe, qui vous rendra service, hein, mais qui n'est pas une professionnelle, soyons clairs. Une bonne correctrice peut vous dire ce qu'elle travaille, comment elle a été formée, elle peut vous donner son numéro de siret pour dire que c'est vraiment une professionnelle et qu'elle a été enregistrée tout à fait légalement. Elle peut vous dire ce qu'elle a déjà corrigé, pour qui elle a travaillé, des maisons d'édition, la presse, des webtoons, des auteurs auto-édités, des particuliers. Voilà, vous devez pouvoir avoir son expérience. Alors évidemment, c'est plus compliqué quand vous avez affaire à une correctrice débutante, puisque on a tous commencé un jour et on n'avait pas un très long CV à montrer, mais elle peut au moins vous donner son numéro de siret et sa formation et vous dire, voilà, je débute, donc c'est pour ça que je n'ai rien à vous montrer. Vous serez mon premier ou mes premiers clients. Dernier red flag, le prix anormalement bas. Alors, ça fait débat. Il faut savoir que, puisque nous sommes sur une profession libérale non réglementée, il peut y avoir tous les tarifs. Bon, il y a des syndicats de la correction, il y a l'association aussi des correcteurs de langue française qui recommande un minimum, à savoir que le minimum, ça devrait être 20 € de l'heure. Okay, à partir de là, on fait aussi une différence entre une correctrice débutante, une correctrice intermédiaire et une correctrice certifiée. Évidemment, plus vous avez de bouteilles, plus vous avez de spécialisation, plus vous pouvez augmenter vos tarifs. Il y a aussi une différence à faire entre quand vous travaillez pour une maison d'édition où c'est elle qui impose son tarif, alors à vous de négocier, à voir si c'est négociable, c'est pas toujours le cas, et si vous travaillez avec des particuliers, d'accord ? Bon, ceci étant dit, on a un problème de plus en plus sur le marché qui est que les correctrices qui se proposent, qui ne sont pas formées, mettent des tarifs très bas pour attirer le chaland, comme on dit, d'accord ? Et donc, vous avez des correctrices qui vont vous proposer de lire votre manuscrit pour 50 €. C'est totalement irréalisable et la plupart du temps, il faut être honnête, vous allez en avoir pour votre argent. Autrement dit, et j'ai déjà eu le cas, des auteurs m'en ont parlé en salon, de contrats qui avaient été signés pour 50 € et en fait, qu'a fait la correctrice qui n'était pas correctrice évidemment, elle a pris le manuscrit, elle l'a passé sur un logiciel, le logiciel a corrigé les fautes, elle a rendu le truc en 2 heures. Résultat, il restait des fautes, le manuscrit n'avait pas été lu par un humain, donc il y avait des trucs qui sémantiquement n'étaient pas bons, bref, 50 € perdus. Alors, ce n'est que 50 €. Il y a des fois où vous allez avoir des arnaques qui sont beaucoup plus chères que ça. Donc, méfiez-vous d'un tarif trop bas. D'accord ? Il y a une différence entre quelqu'un qui commence et qui effectivement ne peut pas mettre un tarif exceptionnel parce qu'elle n'a pas d'expérience, mais qui va monter en gamme, et quelqu'un qui vous propose 50 ou 100 € pour un manuscrit complet. Ça n'est pas possible. Dites-vous que le minimum dans la majorité des maisons d'édition qui sont des professionnels, c'est quand même 1 € les 1000 signes. D'accord ? Espace comprise toujours. Et que si on se fiait plutôt au minimum des syndicats, comme je l'ai dit, on serait sur 2 € les 1000 signes. Donc, sachant que les manuscrits font entre 450 000 et 800 000 signes, on ne peut pas vous facturer 100 € pour ce type de manuscrit. C'est matériellement impossible. Alors, ça peut sembler cher, c'est pour ça aussi qu'il faut bien vérifier les conditions générales de vente pour savoir si vous pouvez payer en plusieurs fois. Dites-vous aussi que sur ce prix-là, en fait, il y en a une énorme partie qui va être reversée à l'URSSAF et aux impôts. En fait, ce que vous allez nous verser, c'est la somme brute, pas nette. On est loin de conserver en fait les 500, 600, 800 € qui peuvent être facturés. On va considérer qu'entre l'URSSAF, les impôts, les frais de fonctionnement mensuels et la trésorerie obligatoire à mettre en place. Quand je dis obligatoire, ce n'est pas dans la loi, mais c'est ce qu'il faut prévoir pour nous pour acheter les logiciels, acheter le matériel, comme toute entreprise en fait. Et parfois, le ou la comptable, ça dépend du statut que vous prenez en tant que correctrice, et on compte que la moitié en fait de ce qu'on touche part. Voilà. Donc, si je facture un manuscrit à 500 €, il va m'en rester 250. Voilà, clairement. Donc, méfiez-vous des tarifs trop bas. C'est aussi un indice d'abus de correction, tout simplement. Voilà.
Comment reconnaître une bonne correctrice? Elle vous pose des questions sur votre texte. Et avant de vous envoyer le devis, elle vous demande un court extrait pour pouvoir ajuster. Parce que si on sent que le travail va être plus rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe, c'est juste un peu de typographie à reprendre, un petit peu de syntaxe, évidemment, on n'est pas des bêtes, on adapte aussi nos tarifs. Voilà. Une bonne correctrice va expliquer sa méthode, ses tarifs, les délais, vous donner son numéro de tiré et ses conditions générales de vente. Une bonne correctrice va vous dire ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Elle va notamment utiliser dans les logiciels des commentaires. Voilà, pour vous suggérer des choses et elle va échanger avec vous. Alors, pas tout au long de la correction, en général à la fin, on renvoie le fichier, on attend votre retour et on peut faire une reprise encore à ce moment-là. Voilà, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir embaucher une bonne correctrice éditoriale et puis travailler le plus sereinement possible sur vos manuscrits. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou par MP. Au revoir à tous!